À défaut de vignes indigènes ou d'un passé remontant au déluge, les Australiens n'invoquent pas Noé, père de la vigne. Mais dans leur courte histoire, ils ont conservé les noms de Gregory Blaxland, qui planta son vignoble entre 1816 et 1818, du capitaine John MacArthur, qui créa le sien en 1820, et de James Busby, qui créa son premier vignoble en 1824 en Nouvelle-Galles du Sud, dans la Hunter Valley. Il fut aussi chargé par le gouvernement d'enseigner la viticulture dès le début. La métropole britannique souhaitait créer ses propres vignobles pour assurer son approvisionnement. C'est le point de départ d'une aventure vitivinicole qui couvre le sud du pays et bouleverse aujourd'hui l'économie mondiale de ce secteur. De 530 000 hectolitres en 1960, la production atteint maintenant plus de 8,5 millions d'hectolitres. L'État de Victoria déploie ses 350 domaines viticoles autour de Melbourne, d'est en ouest, dans 13 sous-régions comme Yarra Valley, Goulburn Valley, Rutherglen et sur les pentes des Grampians et des Pyrénées. Situé dans le quartier branché de Saint-Kilda à Melbourne, The George accueille une clientèle d'habitués, amateurs de bon vin, de plus en plus nombreux. Le vin est à la mode chez les jeunes adultes. Tim Bott, le sommelier, réalise pour eux une remarquable sélection. Je suis sommelier. C'est un métier nouveau dans ce pays avec lequel je ne suis pas toujours d'accord. Ma fonction consiste à acheter les vins, les choisir, établir la carte des vins, entraîner le personnel et conseiller les clients. Nous avons tous les vins australiens. Attention à la marche. Là, le long, c'est le cépage de Bourgogne, le pinot noir, puis le Shiraz et le cabernet. Ça, c'est certainement le meilleur cabernet du pays. Les vins les plus demandés dans ce restaurant sont australiens et plus particulièrement le Sauvignon blanc. Le Sauvignon blanc est rafraîchissant, fruité, sec, facile à boire et à produire. And people just walk in and they don't look at the wine list. They just go, I want a glass of Sauvignon Blanc. The romance of the winemaker doesn't fit with me. Les clients s'arrêtent, ne regardent même pas la carte des vins. Ils commandent un verre de Sauvignon Blanc. 12, 13 hours a day. I don't need to be up at 6 o'clock in the morning or picking fruit at midnight. Je ne suis pas sûr que le métier de viticulteur soit très romantique. Je préfère être de l'autre côté. Je n'ai pas très envie de passer 12-13 heures par jour dans les vignes, de me lever à 6 heures du matin, de vendanger jusqu'à minuit ou de planter du pinot noir. Non, vraiment, ça ne me dit rien. J'ai envie de voir le produit fini. L'autre jour, quelqu'un m'a dit « Je voudrais acheter une vigne et faire du vin. » C'est quelqu'un de bien d'avisé. Mais je lui ai répondu « Ce qu'il faut faire, c'est acheter le raisin, trouver un bon œnologue, tu lui demandes de te faire le meilleur vin, puis tu appelles un ami et tu lui demandes de te faire une belle étiquette. Et sans que tu t'en aperçoives, ton vin est fait. » L'État de Victoria est divisé en 2 zones géographiques distinctes, à l'est et à l'ouest de Melbourne. Chaud au nord et frais au sud, ces terroirs se prêtent à la culture de nombreux cépages, notamment pour les rouges. Shiraz, Merlot, Cabernet Sauvignon et Pinot Noir. Et pour les blancs, Sémillon, Riesling, Chardonnay, Marsanne et Pinot Gris. Le tourisme vinicole obtient un large succès qui témoigne de l'intérêt de plus en plus manifeste des Australiens pour le vin. De cave en cave, Trevor Armstrong, de la Victoria Winery Tour, conduit ses hôtes sur les routes de la fraîche et maritime péninsule de Mornington.
Il a un goût de poire. Il a un léger goût boisé, mais pas trop prononcé, qui conserve tout son arôme au chardonnay. J'aime bien. C'est riche, très parfumé, très fruité. Avec un goût de pêche. Oui, c'est ça, un goût de pêche. Qu'est-ce que vous mettez dedans? Juste le raisin? De la levure. Ah oui, la levure. Pendant la fermentation, je dois faire ça plusieurs fois par jour pour m'assurer que les peaux sont bien dans le liquide. Oui, je vois. Attention de ne pas tomber, c'est dangereux. L'autre jour, une fille qui travaillait avec moi est tombée dedans et elle a dû rentrer chez elle trempée. Regarde cette couleur. C'est un Pinot Grigio, originaire du nord-est de l'Italie que nous produisons en Australie depuis environ 11-12 ans. C'est très bon, très fruité, très frais. Très fruité. On sent le goût du raisin. Meilleur. Mais aucun n'est mon style de vin. Oui, c'est bon. En Australie, dans les années 50, les hommes buvaient de la bière et les femmes faisaient ce qu'elles voulaient. Ma théorie est que les Européens qui ont émigré en Australie et qui avaient l'habitude de boire du vin avec leur nourriture et comme boisson ont influencé la culture australienne. On n'a pas vraiment abandonné la bière, mais on boit aussi beaucoup de vin. En 1878, le directeur franco-suisse construisit la tour qui surplombe les bâtiments du domaine Talbik et l'appela château. Mais le phylloxéra provoqua le déclin du domaine. Racheté en 1925 par l'arrière-grand-père d'Alistair Torbrick, l'actuel propriétaire, il fut classé par le National Trust. Son musée du vin est la mémoire des vignerons du Victoria. L'histoire commence ici à la fin de 1838. Et ce qui est intéressant quand on parle de l'histoire de cette propriété, c'est que les Européens pensent que ce n'est pas très vieux, mais en Australie, ça l'est. La ville de Melbourne, par exemple, n'a été fondée qu'en 1836. Donc l'histoire de la propriété remonte aux premiers colons qui se sont installés dans le Victoria. J'aime l'histoire et le passé, les antiquités. Je crois que j'ai une passion naturelle pour les vieilles choses. Je suis très honoré de pouvoir travailler ici, de faire partie de ce patrimoine et d'avoir pu le développer tout en préservant son importance historique. Ce sont les viticulteurs de ma famille. Les Purbrick, lors de foires en Australie en 1931, date de la première vendange de mon grand-père, jusqu'à nos jours. Quand le domaine a été établi en 1860, il s'appelait domaine Tabilk, ou vignoble Tabilk. À la fin des années 1870, François de Couëlan, le directeur suisse-français de l'époque, décida d'ajouter le terme château, et le domaine devint donc Château Tabilk. À la fin du siècle dernier, en 1999, j'ai décidé que, comme l'industrie australienne du vin avait fait d'énormes progrès dans les 20 dernières années, nous n'avions plus besoin de ce qui, en l'espèce, était un terme générique français accolé à un vignoble australien.
Donc nous avons décidé qu'il serait bon d'entrer dans le nouveau millénaire en revenant à nos racines. Le nom d'origine est domaine Tabilk, ou vignoble Tabilk. Il nous reste 1,5 acre de Shiraz planté en 1860. Ce sont les plus vieux cèpes de Shiraz au monde. Comme Australiens, nous sommes fiers de cette renommée internationale. Les vins traditionnels de l'Australie étaient des vins de liqueur, imitant les Porto et Xérès. Aujourd'hui, le marché de ces types de vins s'est fortement rétréci. Mais Chris Pfeiffer, diplômé en agriculture et en œnologie, maintient la tradition dans l'ancienne distillerie acquise en 1984. Le plus célèbre vin de dessert du Rutherglen est le Rutherglen Muscat. Aujourd'hui, nous commençons à ramasser ce raisin. C'est notre première benne. Le muscat de Rutherglen reste sur les vignes jusqu'à ce que la peau se ratatine et qu'on obtienne une forte concentration des sucres dans le fruit. Comme vous pouvez le voir, il n'y a aucune manipulation. La concentration provient simplement de la maturation. On sent le goût intense du muscat, c'est un peu sucré. Quand ces vins seront achevés, ils seront très sucrés. Ce sont des vins fortifiés, dans lesquels on ajoute de l'alcool. Nous aurons environ 10 tonnes qui produiront autour de 6000 litres. La raison pour laquelle on a un si grand muscat ici, c'est que le climat est sec jusqu'au milieu de l'automne. On n'a pas de pluie et le raisin n'attrape pas de maladies, ce qui est très important pour le muscat. On ne veut pas traiter le vin parce que ça le détruirait. On enlèverait ce merveilleux goût de pétales de rose qui se trouve dans le muscat. C'est la cave où le vin macère longuement dans des fûts de chêne. On entrepose les meilleurs produits dans des endroits difficiles d'accès. C'est un vin jeune, vendange 1995. Il a donc 7 ans. Il a une couleur claire avec des nuances de brun, mais la dominante est rouge. Quand on regarde celui-là, qui a environ 20 ans, on voit qu'il a une couleur beaucoup plus foncée, qu'il est plus concentré. Entre ce vin qui a 20 ans et cet autre qui a 7 ans, c'est la maturation qui fait toute la différence. Le domaine Chandon Australie a été établi en 1985 par le docteur Tony Jordan pour le groupe champenois Moët et Chandon. Le climat frais de la Yarra Valley convient à la production de mousseux par la méthode traditionnelle. Tout le talent de cet œnologue consiste à maîtriser les assemblages de cépages différents pour élaborer de belles cuvées millésimées. Attention, parce que si tu le fais mal, tu peux vraiment te couper un doigt. Je sais comment ce vin a été fait. Le dosage est d'environ 7 grammes de sucre par litre, et quand on goûte ces deux vins, on s'aperçoit que le premier est un peu astringent en bouche, mais avec le dosage, il s'arrondit, et l'équilibre avec l'acidité devient parfait.
Tu peux me tenir celle-là? Voilà. On voit les levures mortes qui se déposent sur le col de la bouteille. La fermentation prend entre 4 à 8 semaines après le tirage. Puis commence le processus de seconde fermentation, vital pour la méthode traditionnelle. C'est pendant cette période que la levure se sépare lentement du vin et que l'on obtient tout le moelleux, l'arrondi, ainsi que le développement des goûts et des arômes complexes recherchés par le consommateur. Pour les millésimés, après 2 ans et demi, 3 ans, les bouteilles sont tournées soit à la main, soit à la machine. The riddling racks. We do both. We riddle the wines both by hand or by machine. It's criminal to do this, but see, there's the yeast. Regardez ces levures. Si c'est moi qui avais fait ça, j'aurais reçu un coup de poing. Someone would have punched me. But okay, so after they come out of the neck freezer. Alors ensuite, le col des bouteilles est gelé. Vous voyez le bouchon de glace ici. Puis elles suivent le tapis roulant et la machine à dégorger les attrape comme ça. Crown seal like that, and the bottle's at an angle like that, and flips it off. The pressure in the Les bouteilles sont inclinées puis reçoivent un léger choc. La pression à l'intérieur fait exploser le bouchon de glace et il reste du liquide. Si, croyez-moi, jusque-là dans la bouteille. La même machine uniformise le niveau, puis nous ajoutons ce que nous appelons la liqueur de dosage, qui est une solution sucrée. A sugar solution, but there's a real bit of winemaking in the dosage because the dosage can be made. Il y a un peu d'œnologie dans la liqueur de dosage qui peut être faite avec des vins très jeunes ou des vins plus vieux. Par exemple, vous pouvez ajouter un peu de cognac ou un peu de vin fortifié juste pour donner au vin ce petit quelque chose en plus. Fortified wine, something like that, just to give the wine that. C'est un processus étonnant parce que la quantité de liqueur de dosage qui entre dans la fabrication n'est que d'1%. Ce pourcentage de liqueur choisi avec soin a un effet déterminant. C'est donc une étape importante de l'élaboration. If you think of a winemaker making a top L'œnologue qui produit un chardonnay classique de très haute qualité sélectionne les meilleures grappes de son vignoble à des maturités différentes. Il travaille la fermentation en fût avec ou sans fermentation malolactique. Les différents degrés de vieillissement en tonneau sont très complexes. Le mousseux a l'air d'avoir quelque chose en plus parce qu'il a fermenté 2 fois. Mais je dirais que la décision que nous prenons, particulièrement au moment du mélange et aussi du dosage, est importante, mais pas plus que celle du producteur de chardonnay, de merlot ou de pinot noir. Tracy Charlton est un bouquet de bonne humeur. Dévouée à la gastronomie et au vin, elle accommode les produits régionaux au domaine des Blue Pyrénées, propriété du groupe Rémy Cointreau. Au restaurant du domaine, elle offre aux visiteurs qui viennent se détendre et compléter leurs connaissances une cuisine sans prétention, mais haute en couleurs. Okay, well today basically what I'm going to prepare is a beetroot risotto with char-grilled kangaroo. Aujourd'hui, je vais préparer un risotto de kangourou aux betteraves déglacé au Shiraz. It's one of our varietal ranges. Le Shiraz que je vais utiliser provient de la sélection du domaine des Blue Pyrénées. C'est le cépage prédominant de cette région. Il a un goût poivré très caractéristique qui se marie très bien avec le plat. Voici de belles betteraves qui ont mariné dans le Shiraz, le vin qu'on boira avec la recette. Les différentes composantes du vin se retrouvent dans les mets et se complètent.
J'ajoute un peu d'ail, un peu d'oignon et je mets tout ça au four dans un moule pendant quelques minutes. Pendant ce temps, je fais griller les médaillons de kangourou avant de les déglacer au Shiraz. Voilà, ça va être bon, non? La cuisinière fonctionne, c'est bon signe. Une goutte d'huile d'olive extra vierge, pour moi c'est la meilleure. Un peu d'ail et d'oignon. Et tout ce que j'ai à faire, c'est de laisser cuire pendant quelques secondes, pas trop longtemps, comme pour la viande. Not too long though. So it's basically the same as the rice when I cook it off. You know, it's a nice warming dish too, I think, a risotto. Le risotto est prêt. Il a une belle consistance crémeuse et il prend le goût du kangourou. Ça va très bien avec le Shiraz. Le Shiraz est un vin très agréable à boire tout de suite, mais vous pouvez aussi le garder une huitaine d'années, il n'en sera que meilleur. Tout dépend de votre patience. Maintenant, j'ajoute les betteraves. Une chef française a dit que faire la cuisine, c'est comme faire l'amour. C'est un processus lent et intense. Je crois qu'elle a raison. Voilà, la couleur et les goûts dominants sont ceux du Shiraz, du laurier, du cumin, de la coriandre, de la noix de muscade, du poivre, un peu de sucre roux et un peu de vinaigre qui ont servi à la cuisson des betteraves. Just a bit of vinegar. We cook the beetroot off in some vinegar and sugar. From that point on, it doesn't take too long. In the oven, probably about Maintenant, ce ne sera plus très long, une dizaine de minutes au four. This is just fillets of kangaroo, which we'll just. Ce sont des filets de kangourou coupés en médaillons, grillés, que je vais mettre au-dessus du risotto et des betteraves. The beetroot risotto stacks. It's a gamey meat. It's similar, I think, to a venison. Ça ressemble à du gibier, par la texture. En outre, les filets de kangourou ont un goût relevé un peu âcre parce qu'on les a fait faisander pendant 1 mois et demi en chambre froide. So they've had some good time in the cool room, and basically we rotate our stock all the time, and again that makes it more tender. Le filet est le morceau le plus tendre du kangourou. C'est une viande excellente, très peu grasse. Un de mes amis qui est naturopathe dit que la consommation de kangourou est bonne pour les maladies de peau, comme l'eczéma, ou des maladies de foie, comme la cirrhose. Matthew Barry, diplômé en biologie, a rejoint l'entreprise familiale en 1992 après avoir voyagé et travaillé en Europe. Il apporte avec lui les nouvelles technologies qu'il met au service des pratiques traditionnelles. Il arrive cependant que la modernité pose problème. Après une panne de courant, Matthew vérifie l'état des cuves pour s'assurer que le vin en cours de fermentation n'a pas été altéré. We'll just restart it. Yes. La température a augmenté pendant la fermentation. La première étape est de refroidir le jus jusqu'à 3 degrés pour le stabiliser. Dans certaines cuves, la réfrigération est terminée et nous attendons que la température remonte à 12-13 degrés pour commencer la fermentation. Dans d'autres cuves, elle est déjà en cours et il faut maintenir la température. Bon, à 14-15 degrés, ça va encore.
J'espère qu'il n'y aura pas de problème. Je pense que la coupure d'électricité n'a duré que 2-3 heures. C'était encore chaud quand j'ai touché ce matin. Ça a fonctionné pendant la nuit. Je vais faire une deuxième lecture parce que la première est prise sur le côté où c'est plus solide. Je vais mesurer juste le jus qui a l'air froid. La première lecture indiquait 10 degrés. C'est bon, mais si je n'avais pas été là, demain, c'était le désastre. Faire du vin, ça ne ressemble à rien d'autre. C'est une synergie entre la science et l'art, ce qui est un peu différent des autres professions ou compétences. Mais comme pour tout, on apprend de ses erreurs. Donc c'est bien de faire des erreurs, mais il ne faut pas trop en faire. J'ai eu la chance de faire très tôt cette expérience, mais je crois que c'est plus un état d'esprit. Je connais des gens qui ont 70, 80 ans et qui ont encore envie d'apprendre, qui sont plus ouverts que certaines personnes plus jeunes. Si on est ouvert à de nouvelles idées, de nouvelles technologies, et si on a un beau regard sur le passé, si on peut garder tout ça ensemble, alors on a les clés du succès, parce qu'on a construit sur des fondations sans en être prisonnier. C'est pour ça, je pense, que le nouveau monde a évolué aussi rapidement. I think that's one reason why the new world has evolved so quickly. D'origine écossaise, le jovial Peter Ferguson refuse la machine à vendanger. Les variétés que nous cultivons ici sont le chardonnay, le shiraz, le pinot noir et le cabernet sauvignon. Nous faisons un mélange de cabernet sauvignon, cabernet franc et merlot. J'ai été vinificateur jusqu'en 1989. Puis, nous avons eu un incendie et tout a brûlé. La perte a été de 2 millions de dollars. Il a fallu tout reconstruire. J'ai demandé son avis à Tony Jordan, l'un de nos meilleurs vinificateurs dans la Yarra Valley. Il travaille au domaine Chandon et il m'a suggéré Chris. Ah, justement, le voilà. Autre chose à propos de la fermentation, c'est le moment où elle produit du gaz carbonique. C'est un gaz très lourd qui reste dans la cuve et malheureusement, si on en a jusque-là, on attrape la nausée. Vous voyez, ce n'est pas un vinificateur ordinaire. C'est de la Syrah, que nous appelons ici Shiraz. Il reste des petits grains. Et vous pouvez encore voir sur les grappes un léger dépôt blanc, la pruine. Nous vendangeons uniquement à la main. Nous n'utilisons pas de machine parce que la machine ne pense pas. Le plus important dans la Yarra Valley, et je pense qu'à l'origine le métier de viticulteur était comme ça, c'est de savoir quel vin produire avec le raisin qui pousse dans cette région. Il ne faut pas rechercher des tanins durs ou des taux élevés d'acidité dans la Yarra Valley parce que le vin ne le supporterait pas. Il ne faut pas essayer de produire des vins qui ont du corps, mais plutôt des vins fruités, élégants, avec des tanins légers et faibles en acidité. Pour décrire ce que m'apporte le vin, je dirais que pour moi, une journée sans vin, c'est comme une journée sans soleil.
Depuis 3 générations, chez les de Bortoli, le vin est une affaire de famille. Avec son mari Stéphane Weber, Léane de Bortoli dirige une exploitation de 160 hectares. Elle a réalisé le rêve australien de son grand-père. Elle commence tôt les vendanges pour échapper aux ardents rayons du soleil qui précipitent le départ des fermentations et nuisent à la qualité du vin. « 3 heures, levé à 3 heures du matin tous les jours, pour commencer à 4 heures. Shiraz. Regardez quelle belle couleur. Elle est superbe. Ce ne sont pas des feuilles, ce sont juste quelques pétioles. Et normalement, ils seront retirés lors du foulage et de l'éraflage avant qu'ils n'aillent dans la cuve. Je l'espère. Ce qui est bien avec Steve, c'est que maintenant, il pourrait rester au bureau, mais il aime faire les vendanges, il aime la cave, il aime voir ce qui se passe et c'est pour ça qu'il est respecté, parce qu'il met la main à la pâte. Il fait ce qu'il y a à faire, il travaille avec la même pression que tout le monde à cette époque de l'année. 7 jours sur 7, 12 heures par jour, parfois plus. Le Shiraz, sans aucun doute, est devenu synonyme de l'Australie. Ce vin est généreux. Il n'a pas un boisé très prononcé, ce qui est important pour nous. Il est riche et gras, avec les notes épicées du Shiraz, particulièrement celles du poivre blanc. Il irait bien avec un bon ossobuco. Nous réfléchissons tout le temps aux moyens d'améliorer la qualité. Maintenant, ce vin est presque parfait. Il a du caractère, mais je suis sûr qu'il pourrait être encore meilleur. Gary Crittenden présente ses 3 vins sous 3 étiquettes. Dromana Estate, Chinus et Gary Crittenden 1. Le premier est à vieillir et les 2 autres sont plutôt réservés à la consommation immédiate. Ce producteur réputé est en train de faire découvrir aux Australiens les cépages italiens. Barbera, Dolcetto et Nebbiolo. Il explique fort bien ce qu'est le terroir, même s'il dit ne pas y croire. C'est ça le problème. Ce journaliste insiste sur l'aspect négatif, sur les mauvaises nouvelles. C'est peut-être un problème universel avec les journalistes. Ils ne peuvent pas vous donner les bonnes nouvelles. Ils préfèrent les mauvaises. Si vous lisez cet article en tant que consommateur, c'est une catastrophe. Peut-être que mes actionnaires vont m'appeler pour me dire « Alors, c'est un désastre », mais ce n'est pas vrai. Pour nous, la vendange serait un tout petit peu moins abondante, d'environ 15%, mais pas 50%. Quelle est la bonne nouvelle dans tout ça? Les Français le comprennent très bien. Si la quantité est faible, la qualité est élevée. Donc cette année, nous aurons un excellent millésime. Oui. Je suis heureux que vous évoquiez ce concept de terroir. Je vais choquer beaucoup de gens, mais je ne crois pas totalement au terroir. Je crois au climat, à l'influence du climat, du sol, du site,
Mais je n'ai pas la même conception que les Français. Ce terroir ne convient qu'au pinot noir, alors qu'on peut cultiver différentes variétés au même endroit. Donc, nous goûtons le pinot noir, la variété typique en Bourgogne. Ce pinot noir 2000 m'a beaucoup surpris. Oh, merveilleux. Un arôme de fraises des bois, pas de fraises ordinaires, mais de fraises sauvages. Un petit goût de ce que nous appelons la cour de ferme. Sauvage, brut, qui rappelle les champignons. Et excitant, très complexe. Shiraz. Poivre, poivre, poivre blanc, chardonnay. Très bonne longueur, bonne acidité, fraîcheur, très parfumé, pas grand, pas large, mais un merveilleux, un très bon exemple de chardonnay du Nouveau Monde en climat frais. Pour Ron Lawton, à l'opposé de Gary Crittenden, le vin exprime un terroir. Celui-ci s'appelle Heathcote, village perché dans les collines de Victoria centrale. Depuis 20 ans, ils donnent leur chance aux facteurs naturels pour que les nobles grappes de Shiraz produisent un vin d'avenir. Avec sa famille, il conçoit ainsi la viticulture. On n'utilise ni pesticides, ni irrigation. Le vin est affaire de culture et de philosophie. Je voulais prouver qu'on peut cultiver de la vigne sans engrais chimiques, et donc ce vignoble est biologique. On n'a utilisé aucun engrais, désherbant, insecticides ou pesticides de synthèse. Ce sont des roches sédimentaires très friables qui donnent une grande complexité minéralogique. Cette complexité se transmet au vin par les racines de la vigne. Il y a plus de microbes dans une surface grande comme mon ongle qu'il y a d'humains sur la Terre. C'est difficile à croire, mais ça veut dire que le sol et la vie travaillent ensemble. Bactéries, champignons, moisissures, tout ce qui vit dans le sol. Chacun a son propre rôle. Tout le monde coexiste. Et plus les pratiques viticoles conservent cet équilibre et cette vie souterraine, meilleur est l'équilibre de ce qui se trouve au-dessus du sol. En tant que scientifique, je ne peux pas vous regarder droit dans les yeux et vous affirmer que les vins biologiques ont un meilleur goût. Mais d'un point de vue philosophique, je crois qu'ils sont meilleurs parce que, dans mon cœur, je sais qu'ils sont moins préjudiciables au sol, à l'environnement et donc à moi. Par conséquent, ils sont meilleurs. Joli bruit, n'est-ce pas? C'est toujours magique quand vous faites sauter un bouchon. C'est le vin de vignoble que nous venons de visiter, 100% Shiraz, fait avec une philosophie très simple. Le vin vient de la vigne et je suis intervenu le moins possible dans l'élaboration. Ce vin est un grand vin parce qu'il provient d'un grand vignoble et non grâce à moi. L'autre Shiraz s'appelle Emily Paddock. Même façon de cultiver, même viticulteur, même technique,
Vignobles du même âge, même clone de Shiraz, et donc ils sont jumeaux. La seule différence est une différence d'1 kilomètre dans le vignoble. En d'autres termes, les vignes sont distantes d'1 kilomètre et le goût est également distant d'1 kilomètre. Donc même couleur, mais si vous êtes attentif aux détails, le goût est tellement différent. Pourquoi? Je ne sais pas. Je n'ai pas la réponse. C'est le travail de la nature. Lequel est meilleur? Je ne sais pas. L'un n'est pas meilleur que l'autre. Vous le voyez, j'ai 2 filles, elles sont toutes les 2 les plus belles. Les Thompson sont vignerons depuis 5 générations. Vive et sa femme ne croient pas à la disparition des moyennes exploitations au profit des grands groupes. Leurs filles et leurs 3 fils travaillent dans l'entreprise familiale. Vive espère bien que ses petits-enfants prendront la relève dans ce vignoble épargné par le phylloxéra. Vous voyez les grains? Ici des gros, là des petits. Ils devraient tous être de cette taille, mais on en a tellement de cette taille. Ça peut donner une très très bonne qualité. Mais on ne sait pas encore. Il faut attendre, attendre, attendre. Ce vignoble a été planté en 1868 par la famille Best, qui s'est établie dans le Great Western dans les années 1860. Vous voyez ces petits grains? Ils devraient tous être gros comme cela. C'est à cause des mauvaises conditions climatiques du printemps au moment de la floraison. Vous voyez les petits grains? Mais ce sera bon, très sucré. Très parfumé. Mais le problème, c'est que la vendange se fait à la machine. Et ce sera très difficile de ramasser ces petits grains sans abîmer la vigne. C'est le problème qu'on a eu avec le chardonnay. À la même époque, ils ont planté du Shiraz et du Pinot Meunier. Le Pinot Meunier est une des 3 variétés pour le champagne. Pourquoi ont-ils planté une variété de champagne ici à la fin des années 1860? Je n'en ai pas la moindre idée. Quand on a identifié ces vignes, on a découvert que les feuilles rugueuses étaient celles du Pinot Meunier et les feuilles lisses, celles du Pinot Noir. Ces vignes datent de 1868 et je me pose la question, est-ce que ce sont les plus vieux cèpes de Pinot Meunier et de Pinot Noir au monde? Je ne sais pas. Je pense que ces raisins sont presque prêts à vendanger. On est venu voir hier et je pense que mardi ou mercredi prochain, nous allons les ramasser. On prend des échantillons de raisins qu'on analyse, on mesure la teneur en sucre, l'acidité et le pH. C'est une indication, mais le plus important est de venir ici et de goûter. Pour moi, c'est presque mûr. L'autre chose qu'on regarde, c'est la vigne. Il y a quelques feuilles mortes qui commencent à sécher. C'est OK, c'est juste OK. Donc, c'est un équilibre entre le goût et les conditions végétatives de la vigne. Les analyses sont importantes, mais purement indicatives. La décision finale est prise ici, sur le vignoble, en regardant le raisin.
Si je pouvais revenir en arrière, je ne pourrais pas me souhaiter une meilleure vie que celle que j'ai, en ayant rencontré des gens merveilleux dans l'industrie du vin. Et j'espère sincèrement pouvoir continuer afin que ma famille puisse en profiter. Malgré une faible récolte, le rire de Kathleen Keeley éclate dans les vignes. Cette vigneronne est la première à produire du Pinot Grigio en Australie. Passionnée, elle croit aussi à l'influence du terroir, aux racines, à la mémoire. Cette femme de caractère partage toutes les activités depuis la vigne et la vendange jusqu'à la vinification, sans oublier sa nombreuse famille. Qu'est-ce que je dois faire? Allez-y, faites ce que vous voulez, mais laissez-moi travailler. Le pire, pas de quantité. Nous avons eu un été froid, très froid, pas d'été. L'année dernière, nous avons eu de bonnes conditions climatiques et une bonne récolte. Mais cette année, rien. Tout le monde a été affecté. Et comme nous sommes l'endroit le plus frais de l'Australie, nous avons eu la plus mauvaise récolte. En Australie, on peut ajouter du sucre et de l'acide. Mais si on veut faire du bon vin, on n'ajoute rien, évidemment. Cette année, beaucoup ont ajouté du sucre. Ah, c'est de mon côté. Va-t'en! J'adore la télévision. J'ai toujours rêvé de passer à la télé. Pourquoi ça n'a pas été pressé? Danny? Quoi? Pourquoi? Qu'est-ce qu'il y a dans le pressoir? C'est le reste de ce qui vient du vignoble principal. Ok. Et ce sera pressé quand? Quand je l'aurai fait, je vais commencer bientôt. Bon, il va s'y mettre. Hé, Victoria! On a acheté ici en 1994. C'est donc tout nouveau. Tout ça, toute cette vallée, ce n'est pas très grand, environ 100 acres. Mais ça va de là jusque là-haut et nous sommes propriétaires de la moitié. Avant, c'était des champs de pommiers. La vallée était une région de pommes. Là où les pommes poussent bien, le raisin pousse bien. Alors, on a acheté la propriété. Comme la région est très fraîche, même des variétés comme le chardonnay peuvent être très acides. Mais le pinot gris n'a pas beaucoup d'acidité et ça fait un bon équilibre. Le pinot gris peut être cultivé dans toute l'Australie. C'est Karina. Je suis nature. Comme une pomme de terre. Nature comme une pomme de terre. Cette pièce servait à conserver les pommes. Et maintenant, nous y stockons nos tonneaux. Ils sont pleins de pinot noir parce que nous produisons aussi beaucoup de pinot noir. Pour moi, le vin doit venir d'un terroir et non pas d'une usine. Il provient d'un pays. Et finalement, rien ne vaut un verre de vin qui vienne de loin ou d'une ferme de l'autre côté de la route. Je crois que boire du vin, c'est comme la bouteille renferme la mémoire.
Il vient de quelque part et c'est magique. Vous comprenez? Le coca sort d'une usine. La bière sort d'une usine, mais le vin vient du pays. Et il a le goût du pays. Quand nous faisons notre vin, nous essayons toujours qu'il ait le goût du fruit, parce que le fruit a le goût du pays.